j'ai l'honneur de vous présenter notre experte en IA, Gwendoline De Zanger, en tant qu'oratrice très sollicitée au sein de notre organisation. Elle sait mieux que quiconque comment utiliser l'IA de manière pratique. Lors de nos Academy Talks en octobre, elle a déjà emporté un groupe de formateurs et coachs dans le monde fascinant du prompting. Sa mission, intéresser les gens à adopter l'IA comme une force de croissance et d'innovation. Durant l'heure qui vient, Gwendoline nous guidera dans le monde de l'IA avec 45 minutes de présentation suivies de 15 minutes pour vos questions. Pour vos questions plus urgentes, sur un des exemples parcourus par exemple, je resterai avec Gwendoline pour lui les poser en direct. Et pour ceux qui souhaitent en apprendre davantage sur l'IA, restez jusqu'à la fin. Nous partagerons en avant-première quelques détails sur la semaine de l'IA de Sephora qui se déroulera du 12 au 15 mai. Gwendoline, c'est à vous. Merci Robrecht. Donc cet après-midi, on se retrouve ensemble pour des astuces de prompting qui sont applicables à tous les outils d'IA générative. Et cet après-midi, je vais essayer de donner des astuces aussi bien que vous soyez débutant et que vous n'ayez jamais testé les outils, ou bien que vous utilisez déjà l'IA au quotidien, mais que vous avez envie d'affiner les résultats obtenus. Alors une petite précision, le but ici de travailler plus efficacement est vrai dans la mesure où ça va vous permettre de gagner en qualité dans les résultats produits et également en temps, mais il faut pas s'attendre à des miracles, c'est-à-dire que l'IA c'est pas un outil magique, ça reste un outil avec lequel il faut travailler, il faut challenger les résultats, il faut pas s'en contenter directement, et donc vous allez pouvoir gagner quelques heures sur la semaine pour vous consacrer à des tâches à haute valeur ajoutée. Par contre, vous n'allez pas gagner 80% de votre temps de travail si vous travaillez correctement avec l'IA. Ça, c'était une petite introduction que je voulais préciser. Et alors, l'idée de ce webinaire est que vous puissiez pratiquer en direct. Donc, le lien vers les slides à télécharger sera partagé dans le chat pour que vous puissiez réaliser les différents exemples avec moi en direct et ensuite partager peut-être vos impressions aussi dans le chat et vos questions. Donc ça, c'est vraiment l'idée. Donc, n'hésitez pas à faire les manipulations avec moi au fur et à mesure. Alors, il y a différents objectifs pour ce Learning Snack. Comme je vous avais dit, on va se concentrer sur le prompting. Donc, on va voir ensemble comment vraiment structurer ces prompts pour pouvoir interagir de manière efficace avec une IA générative. Peu importe l'IA sélectionnée. Donc ça, c'est ce que je précisais tout à l'heure. Vous pouvez travailler avec l'outil de préférence au sein de votre entreprise. Les règles de base du prompting restent les mêmes. Idem si c'est pour de la génération de différents formats, donc que ce soit du texte, de l'image, même de la vidéo, les règles de prompting restent d'application. Alors ici, on a 3 exemples pratiques qu'on va couvrir ensemble. Donc on va utiliser l'IA générative pour effectuer la rédaction d'une communication claire et efficace. On va analyser des données, puisque c'est quelque chose qui est fortement demandé. Et ensuite, on va aussi utiliser l'IA pour de la gestion de projet. Ce sont ici des exemples assez transversaux, mais donc évidemment pour votre métier, il existe aussi des applications beaucoup plus spécifiques. Vous pouvez utiliser l'IA pour du conseil technique, des guides pas à pas, etc. Et pour même de la rédaction de documents plus spécifiques tels que des cahiers des charges, etc. Donc n'hésitez pas à explorer les différentes possibilités. Et finalement, on va aussi travailler ensemble le développement d'une attitude critique vis-à-vis des résultats produits par l'IA générative. On va évaluer les réponses fournies, on ne va pas s'en contenter directement. On va aussi brièvement parler des données sensibles et des préoccupations liées au RGPD, et je vais vous partager quelques bonnes pratiques à respecter. Ok, alors... Tout d'abord, qu'est-ce que c'est qu'un prompt ? Alors le terme prompt vient de l'anglais to prompt, qui est inciter à faire quelque chose, urger à faire quelque chose. C'est exactement ça. En fait, un prompt, ça sonne très très complexe, mais en fait c'est simplement une requête, une instruction que vous allez donner à cette IA générative, comme ChatGPT, Gemini, Claude ou Mistral, si on veut parler d'un européen. Ça peut être soit une question, donc une question ouverte si vous partez d'une page blanche et que vous avez besoin d'inspiration, par exemple, mais ça peut être aussi une demande plus précise de rédaction, de création d'un document, ou ça peut être une consigne beaucoup plus détaillée.
Alors, la règle magique, c'est qu'un bon prompt va vous fournir une réponse beaucoup plus précise et utile et exploitable. Donc, c'est vraiment ça qu'on va voir. Alors, un petit avertissement sur comment fonctionne l'IA générative quand même, je ne vais pas m'attarder là-dessus, mais c'est important de savoir quand même que toute IA générative ne comprend pas une demande comme nous, humains, comprenons une demande. Donc, elle va analyser le texte sur base de mots-clés et sur base du contexte fourni, mais sans réelle compréhension derrière. Et donc là, ça peut être dangereux. Ensuite, elle analyse le texte qui a été saisi, donc notre prompt, et elle prédit une réponse qui serait la plus probable sur base de l'entraînement qu'elle a suivi sur des ensembles de données. Donc, même si elle fournit une réponse qui semble cohérente, bien structurée et logique, il est possible qu'elle soit totalement fausse. Ça, c'est quelque chose qu'il faut savoir. Et au plus votre prompt va être précis et détaillé, au plus la réponse a des chances d'être pertinente pour votre cas. Donc c'est important de se rappeler que l'IA ne sait pas réfléchir. Donc même si elle met en dessous de l'écran reasoning, elle ne sait pas réfléchir. Elle sait analyser, mais elle n'est pas capable d'avoir un raisonnement humain. Donc ça, il faut s'en souvenir. Donc ne récupérez pas tel quel du contenu sans l'avoir challengé au préalable. Alors, quelques principes de base d'un bon prompt. Ici, c'est simplement des principes d'écriture, en fait. C'est du langage naturel, donc c'est du français ou toute autre langue que vous utilisez dans votre entreprise. Donc, c'est d'application pour tout le monde. La première règle, c'est de fournir suffisamment de contexte. Si on donne une instruction qui est très, très vaste, le résultat va partir dans tous les sens. Donc au plus je vais fournir du contexte, au plus précis sera le résultat. Donc par exemple, plutôt que de dire « écris un mail sur le télétravail », ici on ne sait pas de qui on parle, à destination de qui, pourquoi est-ce que je pose cette question. Par contre, si je lui précise, OK, je vais lui donner un rôle. Tu es un expert en communication interne, donc on sait qu'on est dans le monde de l'entreprise. Je vais lui demander de rédiger un email, on sait le type de communication, et le but de cette communication pour annoncer un changement de politique de télétravail. Donc ici, elle a suffisamment de contexte que pour pouvoir fournir un résultat correct que je vais ensuite pouvoir affiner en fonction de la situation de mon entreprise, par exemple. Alors, évitez les négations. En fait, ça alourdit les phrases et surtout, comme l'IA analyse les mots-clés, elle va se focaliser sur ces mots-clés et elle va parfois nier les négations. Donc, utilisez les formulations affirmatives pour alléger vos prompts, mais aussi avoir de meilleurs résultats. Un petit exemple pratique que vous pouvez tester tout de suite maintenant en direct. Ouvrez votre ChatGPT ou Gemini et demandez-lui de générer une image représentant l'IA sans inclure de robots. Bonne chance. Il y aura d'office des représentations de robots parce que c'est comme dire à un humain « ne pense pas à un éléphant bleu ». On ne peut pas s'en empêcher. C'est comme ça. C'est exactement pareil, c'est le même fonctionnement. Et alors, on peut aussi diviser des questions qui seraient trop complexes à traiter en une fois en sous-étapes. Donc, plutôt que de traiter une question très très vaste comme comment améliorer l'engagement des employés dans une grande entreprise, c'est une question très vaste, c'est multifacteur, on peut toucher à plein de différents éléments. Je vais lui demander d'abord de les identifier, quels sont ces différents facteurs, et ensuite de proposer 3 actions concrètes que je peux mettre en place. Ça, c'est une façon de diviser les questions complexes. Ensuite, je peux aussi lui fournir des exemples. Alors, si j'ai un certain tone of voice qui est présent dans notre entreprise, si on a certains templates qu'on utilise souvent pour des communications, je peux lui fournir un exemple de communication, que ce soit un mail, un message, enfin peu importe le support, des slides par exemple. Je peux lui fournir un exemple en anonymisant bien sûr les données sensibles pour qu'elle puisse s'en inspirer pour ensuite produire un résultat qui sera dans le même ton ou dans le même style attendu. Et pareil, on peut aussi spécifier le format attendu. Donc, si vous vous attendez à un tableau, précisez que vous voulez un tableau. Si vous voulez une liste à puces, précisez que vous voulez une liste à puces.
Si vous voulez plutôt une liste numérotée, vous pouvez vouloir un tableau comparatif, vous pouvez vouloir par exemple une mind map, vous pouvez attendre un tableau Excel téléchargeable ou un fichier CSV ou même des slides directement. Demandez-lui le format et précisez si vous voulez que le document soit téléchargeable ou non. Comme ça, l'IA pourra s'y adapter. Pareil pour la langue. Si vous travaillez dans une entreprise plurilingue, comme chez nous, chez Sephora, vous vous retrouvez parfois à rédiger des prompts dans différentes langues. Et donc, dans votre historique, il y a des risques qu'à un moment, l'IA ne sache plus, surtout si dans la même conversation, vous parlez plusieurs langues, dans quelle langue elle doit générer le contenu attendu. Donc, précisez-lui la langue cible et aussi le ton attendu. Est-ce que c'est formel, informel? Est-ce que ça doit être convivial? Est-ce que c'est plutôt austère, etc. Donc ça, vous pouvez lui communiquer tout ça. Alors, on obtient aussi des meilleurs résultats si on aligne le ton du prompt avec le ton qui est attendu dans le résultat de l'IA. Donc, si je prends un ton très familier avec l'IA, elle va avoir une tendance à me générer un résultat assez familier, comprenant souvent des emojis ou alors des indications qu'elle répond dans un contexte assez familier. Alors que si j'aligne mon ton directement sur ce que j'attends, je vais avoir quelque chose de plus cohérent aussi. Et finalement, une règle de base, mais ça c'est en général, juste bien structurer et être clair dans sa demande. Donc n'hésitez pas à utiliser les listes à puces, les listes numérotées pour organiser l'information. Utilisez des guillemets lorsqu'il y a des informations qui doivent rester bien ensemble. Et précisez lui aussi des contraintes de formatage si vous en attendez. Donc, on a parlé du format tableau, par exemple, mais vous pouvez la limiter aussi dans le nombre de propositions qu'elle va vous faire. Donc, par exemple, donne-moi en 3 points. Ça pourrait être une contrainte que vous lui fixez. Alors, ne faites pas tout le travail tout seul. Vous pouvez demander à ChatGPT ou Gemini ou autre, Claude, Mistral, je ne veux pas faire de la promotion ici. N'hésitez pas à demander à votre IA générative de reformuler votre prompt pour vous. Donc, vous lui fournissez tous les éléments nécessaires et ensuite, sur le tas comme ça, et vous lui demandez de reformuler ce prompt pour le rendre plus précis et efficace. Et ensuite, vous challengez ce prompt jusqu'à ce que vous avez un résultat qui vous convient, évidemment. Alors, pour rendre ça plus facile et avoir un petit moyen mémotechnique, je vous propose 2 structures de prompt. Il en existe énormément. J'en ai sélectionné 2 ici. Vous en avez entendu sans doute parler d'autres qui sont assez connues, comme la méthode Create et d'autres. Ici, j'ai sélectionné la méthode CoStar, qui est mise en avant par Sheila Theo. Pourquoi est-ce qu'on utilise ça? En fait, c'est simplement pour vous avoir un moyen mémotechnique de savoir, OK, qu'est-ce qui doit se trouver dans mon prompt pour qu'il soit suffisamment clair? Alors, CoStar, qu'est-ce que ça représente? Le C représente le contexte. Au plus vous fournissez des informations sur la tâche à réaliser ou la situation que vous vivez et que vous souhaitez résoudre, ainsi que la situation visée, par exemple, au plus les résultats seront bons, en fait. Pareil pour l'objectif, au plus vous définissez clairement la tâche qui est attendue, vous êtes sûr qu'en fait l'IA respectera les consignes données. Alors le style et le ton sont assez proches. Maintenant, vous pouvez spécifier le style d'écriture et le tone of voice ou l'attitude qui est attendue. Donc pour le style, ça peut être quelque chose de plutôt créatif, quelque chose de beaucoup plus technique, de la rédaction de documents techniques. Pour le ton, ça va être par exemple un ton amical ou un ton plus professionnel ou plus distant. Enfin voilà, vous choisissez. Ensuite, il y a le A pour audience, qui est votre public. Donc, c'est ici identifier à qui s'adresse l'IA dans le contenu généré pour adapter le contenu. Et le R pour la réponse, donc préciser le format de la réponse. Donc là, on y revient toujours. Une liste, paragraphe, tableau, etc. Document téléchargeable, ça c'est à vous de préciser.
Je vais vous donner un petit exemple, comme ça c'est beaucoup plus clair, et n'hésitez pas à le tester en même temps avec un exemple à vous. Ici, j'ai pris un exemple en marketing. Donc, imaginons, pour mon contexte, je vais dire à l'IA qu'elle est responsable marketing dans une entreprise technologique qui lance une nouvelle application de fitness qui est alimentée par l'IA. Voilà, contexte tout simple, clair, efficace. L'objectif, je lui demande un article de blog qui présente l'application et je précise aussi ce qui est attendu de cet article de blog. Donc ça, c'est très important. Donner une direction à votre consigne. Je lui demande de mettre en avant les fonctionnalités uniques et ses avantages. Donc ici, ça va être très positif, évidemment. Pour le style, un style engageant, informatif. Le ton motivant, encourageant, puisqu'on veut inspirer les utilisateurs à adopter l'application. L'audience, je précise qu'il s'agit de passionnés de fitness qui aiment bien tester de nouvelles applications, mais qui ne sont pas experts en technologie. Donc ça veut dire que dans sa rédaction, l'IA ne va pas s'attarder sur tous les détails techniques de l'application, mais plutôt sur les différentes fonctionnalités, par exemple. Et dans le format de réponse, je précise qu'il s'agit bien d'un article de blog qui doit être structuré avec une intro, une description des fonctionnalités et finalement un call to action, un appel à l'action pour télécharger cette application puisque c'est mon but ultime finalement. Alors un autre exemple de structure de prompt, c'est la méthode Aspect. La méthode Aspect qui a été développée par Rob Lennon, c'est une autre structure qui commence par l'action. L'action, c'est tout simplement la tâche à accomplir. Ensuite, les steps. Donc là, on va décomposer l'action en différentes étapes pour être sûr qu'elle suive le procédé attendu. Ensuite, le persona, ça c'est le rôle que l'IA doit adopter pour effectuer l'action. Et ensuite, les exemples. Donc là, c'est les exemples que je vais lui fournir pour qu'elle s'adapte à ce que j'attends. Et le C pour Context and Constraints, donc le contexte c'est les contraintes, je vais lui fournir mon contexte, mais je vais aussi à ce moment-là mentionner les contraintes que l'IA devra respecter. Et finalement, le ton pour le style ou le ton qui est souhaité pour la réponse. Donc assez facile à respecter celui-ci. Je vais vous montrer un petit exemple. Donc ici, par exemple, en tant que consultant en marketing, donc ici, j'ai bien mon persona, rédige une proposition de campagne publicitaire, c'est l'action attendue, pour un nouveau produit écologique, suit les étapes suivantes, l'analyse du marché, l'identification du public cible, l'élaboration du message clé, sélection des canaux de diffusion. Ça, ce sont mes étapes, donc mes différents steps. Le ton doit être engageant et informatif, ça c'est le ton, et évite d'utiliser des termes techniques trop complexes, ça ce sont mes contraintes par exemple. Donc voilà un exemple tout simple. Alors, une fois qu'on a obtenu un premier résultat, ça peut être intéressant de ne pas s'arrêter là. Et je le conseillerais même. Je dirais, ne prenez jamais, ou très très rarement, le premier résultat généré. Souvent, il faudra encore un peu l'affiner. Comment est-ce qu'on fait ça ? Souvent, ça va se jouer au niveau du contexte. Donc, vous allez pouvoir donner encore plus de contexte à l'IA pour qu'elle puisse comprendre, OK, quelle est votre situation et qu'est-ce que vous attendez réellement. Parfois, c'est aussi parce que le rôle que vous avez fourni à l'IA n'est pas assez clair. Donc, jouez là-dessus. Donc, la persona peut être plus retravaillée et vous pouvez aussi lui indiquer quel est le public cible, le audience persona. Donc, par exemple, si j'attends une communication, je vais préciser à qui s'adresse cette communication pour qu'elle adapte le ton, le niveau de difficulté, le niveau de détail au public cible. On n'explique pas de la même façon, je sais pas, la trigonométrie à un jeune enfant de 8 ans que un adulte de 45 ans qui avait vu ça à l'époque et qui a oublié de quoi il s'agissait. On va s'y prendre différemment. Donc précisez ça à l'IA, par exemple.
Le scope. Alors, peut-être que votre prompt était trop large, que le scope était trop vaste, et donc essayez de réduire ce scope, essayez de découper la requête ou de lui fixer plus de contraintes pour cadrer en fait la requête. Donc ça, c'est aussi quelque chose sur lequel vous pouvez jouer. Affiner la question. Parfois, la question est juste pas assez claire, et donc là, vous allez pouvoir lui soit en lui demandant un peu plus tard, comme je vais en parler, des flipped interaction, soit en lui demandant de vous poser des questions pour ensuite pouvoir affiner votre question, soit directement vous dire « Ok, je vais d'abord rédiger cette question ». Vous pouvez aussi lui demander de vous proposer des alternatives. Si vous n'êtes pas satisfait du résultat, vous pouvez lui dire « Ok, propose-moi 2 autres manières de… » Et alors, l'IA va vous proposer des réponses alternatives. Et si jamais vous partez d'une page blanche, ça peut suffire pour vous inspirer. Fournir un template, donc si vous avez un certain style de communication en entreprise, que vous avez un tone of voice que vous utilisez régulièrement, une certaine structure dans des documents, n'hésitez pas à lui fournir ces templates, anonymisés bien sûr, c'est très important, pour qu'elle se calque là-dessus pour vous fournir des meilleurs résultats. Une autre technique, c'est le Cognitive Verifier. C'est un terme très complexe pour quelque chose de très simple. C'est simplement le fait de demander à l'IA d'évaluer elle-même ses réponses. Pour rendre ça plus lisible, moi j'aime bien lui demander de se mettre un score. De dire, OK, évalue maintenant sur 10 ta réponse et mentionne pourquoi tu as mérité ce score, en lui demandant de lister les différents éléments, et sur base de ça, je peux ensuite, moi, améliorer ma requête. Et finalement, vous pouvez aussi utiliser quelque chose qui s'appelle le Chain of Thought Prompting. Donc cela, c'est le fait d'utiliser le flot de pensée, littéralement. C'est en fait demander à l'IA de découper son raisonnement, son analyse en plusieurs parties. Ça, vous pouvez le faire soit via votre prompt, si vous fonctionnez sur des plus anciens modèles, soit si vous utilisez des modèles plus avancés et vraiment utilisés pour de la logique, je pense à O1, O3 dans ChatGPT par exemple, vous n'aurez pas à le faire vous-même et l'IA va décomposer elle-même la requête, mais si vous le faites vous-même, vous êtes assuré qu'elle va suivre les étapes que vous aviez prévues et qu'elle ne va pas mal interpréter le résultat attendu. Ça, c'est un peu, je dirais, l'avantage. Vous avez une petite fiche à télécharger ici qui vous propose différents exemples de comment atteindre ces différents résultats. Ouais. Alors nous avons déjà plusieurs questions qui sont rentrées, mais une par rapport à la situation qu'on vient de discuter, c'est entre autres, est-ce qu'il y a un avantage, inconvénient d'utiliser la méthode Aspect plutôt que CoStar et vice-versa? Non, il n'y a pas vraiment. En fait, ça dépend un peu du type d'application. Le focus est légèrement différent. Mais ici, les deux s'appliquent à des tâches assez variées. J'ai pris exprès 2 modèles qui s'appliquent aussi bien à de la génération de supports de différents formats que différents types de tâches aussi. Donc, j'ai fait exprès de prendre deux structures qui s'appliquent à de nombreuses tâches. Donc, on pourrait dire que c'est en fonction des préférences de chacun, chacune. C'est ça. Oui, c'est ça. Très bien. Je garde les autres questions pour le Q&A, celles qui sont rentrées pour le moment. Top, super. Alors, c'est le moment de préparer votre petit set de slides et de faire les activités avec moi maintenant. Puisqu'on va parcourir quelques exemples concrets. Le tout premier exemple que je voulais aborder avec vous, c'était comment rédiger une communication claire et efficace avec ChatGPT ou Gemini ou Claude ou autre. On va ici rédiger un mail ou un message interne qui explique qu'on va utiliser un nouvel outil de travail collaboratif pour améliorer la collaboration entre les employés. Ça, c'est mon contexte. Et donc, moi, je suis cet employé et je dois informer mes collègues et les préparer au changement. Donc ici, un prompt qui serait trop basique, ce serait « écris un mail sur le nouvel outil ». On ne sait pas
à l'attention de qui, on ne sait pas ce qui est attendu de cet email, il n'y a pas assez de contexte, donc ce n'est pas assez clair. Une proposition améliorée serait de lui donner un rôle. Donc, tu es un employé chargé d'informer tes collègues sur un changement interne. On va lui donner une tâche, rédige un message clair et engageant en respectant ses consignes. Et ensuite, on lui fixe les différentes contraintes qui est le contexte, l'objectif de la communication, le style et le ton, et finalement le format, par exemple. Ça, c'est une manière d'y arriver. Donc, on va tester ça tout de suite. Alors, pour ce prompt-ci, je vais utiliser 4O. Vous voyez ici en haut à gauche, je peux sélectionner en fait le modèle pour chaque requête que je vais faire. Ici, je vais utiliser 4O. Pourquoi? Parce qu'il est assez fort en génération de texte. Il a une tendance à être un peu plus verbeux, justement, et un peu plus créatif, ce qui pourrait être très bloquant pour certaines tâches, mais qui se prête bien à la communication. Donc, j'aime bien utiliser celui-là. C'est aussi le modèle que j'utilise assez fréquemment quand je dois faire de la traduction non technique. Voilà, si ça peut inspirer certains. Et donc, il commence à me générer mon petit message. Donc, on voit bien l'objet, une petite introduction. On voit les raisons de l'adoption ici qui sont mentionnées. Évidemment, si je suis pas satisfaite du ton, parce que je trouve qu'il est un peu trop informel, qu'il y a des emojis, etc., c'est le moment où je peux l'affiner. Ou alors, je peux aussi, une petite astuce, c'est, je peux lui demander d'ouvrir un canevas. Donc, vous pouvez le taper simplement, ouvre un canevas, et ça vous permettra de modifier seulement certaines parties du document. Hop. Je vais lui demander ici tout de suite, comme ça vous voyez à quoi ça ressemble. Hop. Et donc, en fait, ici, ça me permet d'aller sélectionner dans mon document certains éléments à retravailler et de ne pas avoir à chaque fois régénéré l'ensemble du document. Et donc, je pourrais sélectionner des parties et les retravailler par la suite. Donc, ça peut être utile pour de la rédaction, pour révision de texte, etc. Ça peut vous être utile, mais aussi pour du code, par exemple. Si vous avez du code à retravailler, n'hésitez pas à ouvrir des canevas et puis après de reprendre ce qui est pertinent pour vous. Donc voilà un peu l'exemple. Je vais ensuite, imaginons que je suis pas satisfaite du résultat, hein, c'est souvent le cas. Je me dis, ok, mais il me manque quand même un petit élément engageant, il me manque quand même un peu de storytelling, donc je vais ajouter un petit élément narratif dans cette communication. Et donc ça, je vais l'insérer tout de suite. Hop, je lui demande d'ajouter un élément qui va vraiment accrocher l'attention de mes lecteurs. Tchouk. Là, il est en train d'éditer. Donc avec chaque modèle, maintenant, vous pourrez suivre en temps réel où est-ce qu'il en est dans la génération de contenu. Pour les modèles plus axés sur le raisonnement, mais ça je vous le montrerai tout de suite, sur la logique, vous verrez chaque étape de l'analyse qui est en cours. Donc ici évidemment, il prend un peu de temps, typique. Ok. Et donc, il me dit bien qu'il a ajouté un petit élément narratif ici. Alors, ensuite, on va passer à quelque chose de plus dans l'analyse, justement. Donc, je vais lui demander d'analyser un document, d'analyser des données, parce que c'est quelque chose qui intéresse nombre d'entre vous. Donc, on va vite parcourir ça. Je vais vous donner le contexte
et on va partir de là pour voir quel est le résultat. Donc ici, je vais garder toujours le même fil rouge, donc le même exemple. On déploie en interne un nouvel outil collaboratif. Ici, je suis un employé qui a lancé un sondage sur les habitudes de collaboration des employés dans l'entreprise avant d'introduire ce nouvel outil. Donc d'abord comprendre les habitudes avant d'introduire un nouvel outil. J'ai les résultats de ce sondage et maintenant, je vais devoir en extraire les points clés pour les partager avec mon équipe. Alors, un prompt qui serait trop basique, ce serait « fais-moi une synthèse de ce document » ou « résume ce document » parce que la synthèse pourrait aller dans tous les sens. Alors qu'ici, je vais lui préciser « ok, tu dois résumer un rapport interne, tu dois analyser et synthétiser les informations en suivant les étapes qui sont les données clés, donc quels sont les chiffres et les tendances les plus marquantes de ce sondage, les problèmes identifiés, quels sont les freins actuels à la collaboration pour voir ensuite quel outil je vais pouvoir sélectionner. Je vais lui demander une synthèse et des recommandations, donc un petit résumé. Et je vais lui demander comme format ici une synthèse concise en langage simple et je vais préciser sans jargon technique puisque ça doit pouvoir être lu par l'ensemble de l'équipe. Je vais m'adapter dans ce cas-ci. Alors, je voulais vous montrer à quoi peut ressembler le type de document qui s'est analysé. Je vais directement ouvrir l'Excel que je vais lui faire analyser, comme ça vous vous rendez compte de quel type de document il peut s'agir. Je vous le mets ici. Alors ici, une petite précision, toujours anonymiser les documents, surtout si vous faites des analyses de sondage, de documents internes, etc. Donc ici, on ne peut plus retrouver les noms ni d'autres données personnelles des personnes ayant répondu à ce sondage. Faites également très très attention lorsqu'il y a des champs ouverts, que vous n'ayez pas de champ ouvert où il y ait mention de données personnelles, parce que c'est souvent quelque chose qu'on oublie. Mais donc dans ce cas-ci, pour vous montrer un peu la lourdeur du document, donc il s'agit d'un document de plus de 500 lignes, et donc c'est ça que je vais lui demander de traiter. Voilà, comme ça vous voyez tout de suite de quel type de document il s'agit. Donc, je vais tout simplement lui fournir le sondage. Je lui mets simplement ici. Je peux lui donner un document comme ça. Et je vais lui demander de l'analyser sur base du prompt qu'on vient de voir ensemble. Et on va évaluer ensemble le résultat. Hop, voilà. Donc ici, je vais juste m'arrêter un instant et je vais lui demander de le faire, parce que je vois que je suis toujours en 4O, mais qui n'est pas le plus pertinent pour de l'analyse de données. C'est pas grave, je me suis trompée. Je repasse en O1, qui est plus performant pour ce type de tâche. Et peut-être en attendant que le raisonnement se fasse, il y a plusieurs questions qui sont encore entrées. Il y en a une qui m'interpelle pour le moment. Parfait. C'est quelqu'un qui demande, on peut donc demander à ChatGPT par exemple de s'auto-scorer. Oui, bien sûr. Est-ce qu'il ne va pas par défaut se donner 10 sur 10 ou est-ce une façon de voir si le prompt a été bien formulé? Alors, souvent, ce que je fais en dehors du score, c'est que je lui donne des critères pour se fixer un score. Et donc, ça va guider, en fait, ce score. Mais non, c'est très rare qu'il se donne une note de 9 ou 10 sur 10. Mais justement, il faut fixer, en fait, un peu sa liste de critères. Et si on lui fournit ça, il est capable de faire une moyenne sur base des critères. Ouais. Okay. Ça permet de réévaluer le résultat assez efficacement. Ouais. C'est une bonne question. Donc ici, il me dit, voilà, j'ai utilisé le modèle O1, donc il explique, voilà, j'ai réfléchi pendant 4 secondes, c'est simplement de l'analyse. Et on a ici donc un petit résumé, comme j'avais dit, une synthèse concise, en langage simple, sans jargon. J'avais précisé qu'il fallait que ce soit en 5 phrases, donc je l'avais vraiment limité. Mais donc on voit ici, on a les statistiques clés, 65% des collaborateurs utilisent déjà un outil de collaboration au moins une fois par jour, donc c'est déjà pas mal. 40% disent ne pas maîtriser toutes les fonctionnalités avancées, donc on sait qu'on va devoir choisir quelque chose de plus simple à utiliser. Ça peut nous donner des indications.
Alors, ici, j'ai juste demandé un petit résumé tout simple, mais je pourrais aller plus loin. Je pourrais en faire un tableau, parce que c'est toujours bien, synthétiser les infos en tableau. Donc, je vais lui demander ici de m'en faire un petit tableau comparatif, reprenant les points positifs, les points négatifs et ses recommandations, par exemple, sur base des résultats du sondage. Donc ici, c'est effectivement ce qui me génère. Alors ici, j'ai un tableau qui est dans l'interface, mais je peux très bien lui demander d'en faire un tableau téléchargeable en précisant le format, si je veux un tableau Excel, si je préfère un fichier CSV ou autre. C'est à moi de lui préciser, mais alors il va me régénérer ça sous forme de document téléchargeable. Donc n'hésitez pas à fonctionner comme ça. Vous n'êtes pas toujours obligé de copier-coller. Il peut vous fournir un document finalisé aussi, dans lequel vous n'aurez plus qu'à faire la mise en forme. Pour du travail directement dans les documents, je recommanderais plutôt, si vous travaillez dans un environnement Microsoft, d'utiliser directement Copilot. Ce sera beaucoup plus efficace que de chaque fois repasser par ChatGPT et retourner dans votre environnement. Travailler directement dans le document avec l'assistant AI sera beaucoup plus efficace. Et alors, imaginons, je ne suis toujours pas satisfaite et je veux ensuite pouvoir avoir une base de carte mentale, de mind map. Je peux aussi lui demander de me créer cette base pour ensuite pouvoir, moi, la réaliser dans un outil plus visuel. Donc ici, j'ai ma structure, comme vous voyez, de caractéristiques de ma mind map. Il va me faire cette arborescence que je pourrais ensuite mettre dans un outil tel que Canva, Miro ou autre, et qui saura aussi via l'IA me générer un résultat fini et visuellement beaucoup plus attractif, mais comme ça j'ai déjà ma base. Alors, en dehors du traitement de données, il y a encore un élément que je voulais vous montrer, c'est qu'on peut aussi utiliser ChatGPT ou Gemini ou autre pour de la gestion de projets. Parce que c'est quand même quelque chose où on se dit, c'est quand même moins évident de faire ça par IA. Mais en fait, il est capable de vous générer les étapes clés d'un projet, par exemple. C'est ce qu'on va voir ici. Je vais vous montrer le contexte ici de ce que je vais lui demander. Hop. Alors, j'ai maintenant communiqué sur le fait que j'allais changer d'outil. J'ai analysé les résultats du sondage pour voir les habitudes des employés de mon entreprise. Maintenant, la dernière étape pour moi est de définir un plan d'action clair pour accompagner cette adoption du nouvel outil. Donc, il s'agit vraiment d'un petit projet dans l'entreprise. Et donc, un mauvais prompt serait « fais-moi un plan pour la mise en place de l'outil ». Voilà, ça c'est trop vague, ça peut aller dans tous les sens. Donc, inversement, je vais lui dire « Ok, qui doit m'aider, en fait, qui doit servir d'assistant pour m'aider à structurer mon plan d'action en suivant les étapes suivantes. » Je lui donne un objectif, donc les résultats attendus de la transition, les actions prioritaires, quelles sont les étapes essentielles à suivre pour assurer l'adoption de cet outil, le suivi et des indicateurs, donc comment est-ce que je vais mesurer l'impact de ce nouvel outil et comment est-ce que je vais pouvoir ajuster la mise en place de cet outil si nécessaire. Et finalement, je vais lui demander comme format un plan structuré avec une liste des actions et des échéances clés. Comme ça, j'ai mon planning qui est déjà prêt et que je n'aurai plus qu'à intégrer dans mes autres outils de gestion de projet. Donc, qu'est-ce que ça peut donner? Je vais repartir de la même fenêtre ici, puisque on continue à travailler sur le même sujet. Ça, c'est aussi une autre astuce que je voulais vous mentionner. Après un certain temps, les résultats dans la même fenêtre vont se dégrader. Donc, vous allez avoir des résultats de moins en moins bons. C'est parce qu'il y a une limite sur le nombre de caractères qui peuvent être traités chaque fois et qui peuvent être réanalysés. Et donc, après un moment, la qualité de l'output va vraiment diminuer. À ce moment-là, ouvrez une nouvelle conversation
ouvrez une nouvelle fenêtre. Ce que vous pouvez faire pour qu'il lit différentes conversations, comme vous pouvez le voir ici à mon écran, il y a une petite partie projet qui vous permet de créer un nouveau projet et donc de lister dans ce projet toutes les conversations liées à ce projet. Ça vous permet de créer du lien entre différentes conversations et ça va vous lui permettre d'aller récupérer des informations pertinentes et de surtout mieux comprendre votre contexte et de ne pas avoir à répéter plusieurs fois le contexte que vous aviez déjà fourni. Donc ça peut être très très précieux pour gagner du temps. C'est évidemment, par contre, uniquement disponible dans la version payante, donc c'est aussi quelque chose que je voulais vous prévenir. Il est de toute façon plus conseillé de travailler en entreprise, en tout cas avec une version payante de l'outil, pour des questions de traitement de données, mais j'y reviendrai tout à l'heure. Donc ici, je lui ai demandé de me générer ce fameux plan d'action. Il me donne bien les objectifs, il va bien me lister les actions prioritaires, avec chaque fois l'échéancier. Donc j'ai bien chaque fois mes différents sprints. De la semaine 1 à 3, je vais effectuer les tâches suivantes. Semaine 4 à 6, 7 à 8, etc. Et finalement, j'ai aussi mes différents indicateurs clés que je devrais suivre. Et voilà, et mon objectif final que j'avais demandé également. Donc ça c'est aussi quelque chose qu'on peut lui demander. Si je me dis, ok, super, mais c'est pas assez précis. Si j'ai besoin de donner pour chacune de ces tâches un responsable, puisque sinon rien n'est fait, ça c'est assez connu dans la gestion de projet, je vais pouvoir lui demander de décomposer cela en tâches individuelles avec, pour chaque tâche, un responsable et des échéances. Voilà. On va voir ce qu'il me propose. Donc ici, il est en train d'indiquer qu'il est occupé à assigner les différentes tâches. Voilà. Et donc ici, il met bien qui est le responsable et quelle est l'échéance chaque fois. Donc ici, on peut chaque fois taguer l'équipe qui sera concernée par chaque étape du projet. Ça permet de se répartir les tâches. Ensuite, pour voir si le projet a été un succès, je peux aussi lui proposer de me fournir une liste d'indicateurs pour mesurer le succès du projet. Donc, j'ai besoin de plus de précision là-dessus. Je vais lui demander. Et ensuite, il me dit évidemment le taux d'adoption, mais aussi la fréquence d'utilisation, la collaboration active, réduction du nombre d'emails, satisfaction des utilisateurs, le temps moyen, etc. Et donc ça, je peux lui demander d'encore creuser sur base de contexte additionnel que je vais lui fournir, bien évidemment. Donc ça, c'était les quelques exemples que je voulais aborder avec vous. Voilà. Très brièvement, il y a quelques points d'attention que je voulais quand même couvrir avec vous. Alors, par rapport à la gestion des données et la confidentialité, il faut savoir que toute information fournie à une IA générative peut être utilisée pour l'entraîner. Donc, il faut bien lire les termes d'utilisation, mais par exemple pour l'outil ChatGPT, ça reste assez flou, ces conditions. Donc, ne partagez pas de données personnelles ou confidentielles, anonymisez vos documents. Ça ne prend pas beaucoup de temps, c'est assez facile à faire, mais donc ce sont vraiment des règles de base. Comme je disais, il y a vraiment un manque de transparence sur le traitement des données. Donc même si dans les comptes payants c'est indiqué que vos données ne sont pas traitées, ça reste une grosse black box. Il y a très très peu d'informations dans les conditions qui indiquent comment elles sont traitées, à quelle fin. Aussi, il faut savoir que la plupart de ces serveurs sont situés hors Europe et donc c'est plus compliqué à tracer. Il y a aussi aucune durée de conservation de ces données qui est clairement définie. Donc une fois les données entrées, elles restent accessibles mais sans garantie d'ensuite être effacées. Donc quelques bonnes pratiques, comme je disais, anonymiser, remplacer les informations réelles par des exemples fictifs par exemple. Ne partagez pas de données clients, de données partenaires ou des informations sensibles liées à votre entreprise. Et voilà, donc pas de nom, d'adresse, numéro de téléphone, documents sensibles, etc. Alors, il y a quelques limitations aussi dont vous devez tenir compte.
Une IA générative est faite pour générer du contenu, même si l'IA n'a pas la réponse. C'est-à-dire qu'elle est vraiment faite pour vous produire un document ou du texte, même si il n'y a pas de raisonnement derrière, et ça veut dire que certains contenus peuvent avoir l'air très cohérents, très logiques, bien structurés, mais être totalement faux. Il faut le savoir. Donc, ne vous fiez pas à ça. Allez toujours voir d'autres sources, challenger les résultats. Et aller voir, pour certaines tâches, c'est plus intéressant aussi d'aller soit valider soi-même, mais soit parfois aussi juste échanger 5 minutes avec un collègue, ça peut suffire. Donc, utilisez vraiment comme assistant, mais pas comme source de vérité, puisque c'est loin de là. Voilà, c'est pas le but. Et aussi, l'IA n'est pas capable, comme je disais, ça reste de l'analyse très limitée. Pour des situations très complexes qui auront besoin vraiment d'un avis nuancé, l'IA générative n'est pas du tout l'outil adapté. Donc vous pouvez l'utiliser pour vous aider à reformuler, à rédiger, à résumer, synthétiser, à offrir un point de départ pour une réflexion ou un projet, ou pour du support technique de base sur certains outils par exemple. Par contre, ça va jamais remplacer un vrai avis professionnel, juridique, médical, technique, etc. Ne vous fiez pas à ces infos-là. L'IA n'est pas non plus capable de prendre des décisions critiques, donc ne vous fiez pas à son input uniquement, et ne l'utilisez pas pour résoudre des problèmes complexes, donc comme je venais d'expliquer. Alors, il me reste à vous parler de quelques-uns de nos produits. Si ça vous a donné envie d'en savoir plus, je peux vous recommander notre semaine de l'IA qui se déroulera du 12 mai au 15 mai. Chaque jour, un webinaire d'1 heure accompagné d'un Q&A de 30 minutes sur un thème précis. Le premier jour, qu'est-ce que l'IA? Le second jour, comment ça fonctionne? Le troisième jour, des exemples concrets de l'IA dans votre travail. Et finalement, le dernier jour, les défis éthiques, juridiques de l'IA. On va parler de l'AI Act, on va parler de RGPD, de risques sociétaux, etc. Donc, si vous êtes intéressé, inscrivez-vous déjà. Vous pouvez cliquer sur le lien pour être averti dès l'ouverture des inscriptions. Donc, on espère vous y voir très nombreux. Et alors, un second produit que je voulais vous présenter, c'est notre formation sur le prompting. Il s'agit d'un workshop d'une demi-journée en ligne qui va sortir très prochainement, donc on est occupé à travailler dessus. Le but de ce workshop est d'aller plus en profondeur sur ce que je viens de vous expliquer et de justement voir comment l'utiliser au quotidien dans votre travail pour réaliser les tâches qui sont pertinentes pour vous. Donc ça, c'est vraiment le but de ce workshop. Donc pareil, les inscriptions seront très bientôt ouvertes. Donc n'hésitez pas à aller voir notre site web. Il y a maintenant une rubrique tout sur l'IA. Et sur cette page-là, dès que les nouveaux produits seront disponibles, vous pourrez vous inscrire. Et j'en profite pour faire un tout grand merci à mon équipe qui développe ces nouvelles formations et qui organise tous ces événements. Donc, merci à vous. Voilà. Merci Gwen pour toutes ces présentations que tu viens de faire. Je propose qu'on passe à la partie questions et réponses. On a reçu toute une série, d'une part plus liée aux différents moteurs qui existent, et d'autre part un peu les données qui ressortent, comment les comprendre, mieux les analyser. Peut-être commencer avec par rapport aux différentes plateformes. On s'interroge aussi, parce qu'ici on a utilisé ChatGPT. Oui, tout à fait. Est-ce que les autres plateformes, style Copilot, etc., sont équivalents ou est-ce qu'il y a un choix meilleur que d'autres? Alors, je dirais que tout dépend du but. Copilot va être très utile pour des tâches purement techniques, des tâches moins créatives. En fait, Copilot et ChatGPT sont basés sur le même modèle. Le fait est que Copilot est intégré directement aux différents outils de la suite Office et donc va vous permettre de réaliser plus vite des tâches sans devoir passer d'un outil à l'autre. Donc ça, c'est vraiment la plus-value. Par rapport aux outils plus généralistes, je dirais un ChatGPT, un Gemini, un Claude, il y a régulièrement en fait des évaluations qui sont faites par type de tâche. Est-ce que c'est de la rédaction de texte? Est-ce que c'est de l'analyse approfondie, etc. Donc il y a en fait tous les mois environ, il y a une nouvelle évaluation qui est faite de nouveaux modèles qui sont sortis. Et donc là, mon conseil, c'est vraiment aller voir ces résultats.
aller voir les pourcentages de réussite de ces IA pour ces différentes tâches. Ça, ce serait vraiment ce que je recommande. Super. Alors pour une deuxième partie, c'est donc il y a les comptes payants qui existent. Oui. Alors on a parlé que ça protège potentiellement, probablement, peut-être les données privées, certes, les données. Mais est-ce qu'il y a d'autres avantages à avoir un compte payant? Alors souvent, vous serez moins limité, c'est-à-dire qu'il y aura des fonctionnalités en plus, et surtout pour des modèles plus avancés, plus énergivores, vous pourrez introduire plus de prompts, donc plus de requêtes. Donc ça, c'est vraiment un gros avantage. Souvent, avec les comptes gratuits, après un certain moment, pour les modèles plus avancés, vous êtes limité dans l'utilisation. Ouais, donc ça, c'est vraiment un des avantages. Ok, super. Il y a aussi une question qui demandait, pour une entreprise, est-ce qu'il vaut mieux créer des comptes par employé, ou est-ce qu'un compte d'entreprise est meilleur, ou si c'est un compte payant ou pas, conseillerais quoi? Alors, en fait, il y a moyen de lier les différents comptes employés sous un compte entreprise qui gère les différents comptes. Donc ça, c'est ce que je recommanderais. Il est également possible, évidemment, si on a peur qu'il y ait des données sensibles, etc., qui soient introduites, il est aussi possible, j'ai fonctionné un petit temps comme ça, avec un compte par équipe, par exemple, si on a une petite équipe. Maintenant, il faut savoir que si les collègues l'utilisent vraiment au quotidien, c'est beaucoup plus simple d'avoir son compte, parce que l'IA retient nos habitudes, se base sur nos conversations antérieures, et donc on va avoir un résultat beaucoup plus ciblé et pointu, évidemment, si on travaille seul sur son compte. C'est juste... Ok, donc il y a des pour et du contre, quoi, de nouveau. Voilà. Ouais. Je vais passer à quelques questions plus niveau à comment l'IA fonctionne et réfléchit. Personne qui s'interrogeait sur si l'IA ne réfléchit pas, mais génère du texte à partir de probabilités. Comment expliquer qu'elle puisse avoir des étapes de raisonnement? Pouvez-vous expliquer? Merci. Ouais. Alors, ce n'est pas parce que, en fait, il y a quand même une analyse qui est faite chaque fois du prompt. Donc, elle va décomposer le prompt, elle va réfléchir, OK, quels sont les différents éléments que je dois traiter. Mais ensuite, dans la génération de l'output, c'est là que c'est fait sur une base statistique et qu'elle va dire, OK, ce mot-là, de manière logique, revient à 85% du temps après ce mot-là. Donc, c'est là que je dois mettre un 2. Puis après, là, ensuite, etc. Et c'est comme ça qu'elle formule ses outputs. Mais donc, il y a bien une phase d'analyse de la requête. Ouais. Ok. Et autre question, est-il possible de demander à l'IA de fournir une liste de ses principales sources d'informations, un peu comme dans Wikipédia, avec un rating de fiabilité de chaque source et de préférence, sans devoir le préciser à chaque fois? Alors, pour ça, en fait, il y a certains outils d'IA qui sont spécialisés en recherche. Donc, je pense intuitivement, moi, celui que je préfère, c'est Perplexity AI, qui est vraiment fait pour de la recherche avec de la mention de source. Donc, il y a des outils spécialisés plus efficaces là-dedans. Maintenant, il y a une fonctionnalité Search aussi sur ChatGPT qui va vous permettre de lui demander de lister ses sources, ce qui n'était pas possible avant, de lui faire fournir vraiment les sources. Maintenant, il va être capable de vous fournir avec des liens fonctionnels vers ses sources. Mais attention, par rapport à l'évaluation de ces sources, ça... Pour l'IA générative, chaque source est équivalente. Il n'y a pas de ranking dans la qualité des sources. Il faut savoir que c'est basé sur des sets de données. La plupart de ces données qui ont nourri l'IA aussi, il ne s'agit pas de données académiques, etc., qui elles sont protégées. Donc voilà. Je dirais... Il y a des outils spécialisés pour vraiment être fort dans la recherche de sources pertinentes et la crédibilité des sources. Et puis les outils plus généralistes, vous allez pouvoir vous-même vérifier manuellement les sources, mais l'IA ne sera pas capable de les évaluer. Ok, bon à savoir. Autre question ici, c'est comment l'IA écrase-t-il ces infos pour en garder la quintessence? Alors, sur base de... Il me faudrait un peu plus de contexte pour sur la question. Je n'en ai pas plus ici dans la question posée, donc... Mais ça, peut-être, si la personne reformule, on peut y répondre dans le Padlet par après, une fois que j'ai une question complète.
On reviendra là-dessus. Ouais. Super. Il y a aussi quelqu'un qui revient sur une question qui était posée plus tôt quelque part. J'ai dû rater. Nous n'avons pas eu l'explication de ce qu'est le flipped interaction. Ah oui. Alors, flipped interaction, ça c'est le fait, si moi-même je ne suis pas encore sûre comment formuler clairement ma demande, je vais demander à l'IA de me poser toutes les questions dont elle a besoin pour pouvoir y répondre. Donc je vais lui dire ok, je travaille là-dessus, j'aimerais obtenir ça, mais je ne sais pas trop comment y arriver. Peux-tu me poser toutes les questions nécessaires? Et ensuite l'IA va me poser une série de 2-3 questions, j'y réponds, et ensuite elle va me reposer la question finale qui va me permettre de formuler mon prompt et d'obtenir un résultat final. Donc c'est le fait de demander à l'IA de poser des questions pour affiner le résultat. Ok, merci pour cette clarification. Il y a une personne qui s'interroge, par exemple, sur l'Excel, etc., Copilot, qui est automatiquement intégré là-dedans. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres applications qui sont facilement combinables en IA ou qui sont certaines plateformes qui sont mieux avec certains types d'outils à utiliser? Alors, il y a beaucoup d'outils IA qui prévoient des intégrations. Mais ça, c'est outil par outil qu'il faut aller vérifier, effectivement. Mais il y en a qui, via API, proposent des intégrations à d'autres outils. Et il y a certains outils qui, maintenant, proposent des fonctionnalités IA et qui, donc, vous suffiront également. Oui. J'ai encore 2 questions que je vois ici par rapport à plus global. Oui. Une personne qui s'interroge par rapport à certains services, types de tâches d'employés, les ressources humaines, ouais. La service clientèle. Oui. Est-ce qu'il y a des avantages, inconvénients, risques à l'usage de l'IA pour certains départements d'entreprise? Oui, ce sont des départements qui traitent beaucoup de données sensibles. Et donc là, il faut vraiment travailler avec des outils plus spécialisés et faire attention que l'anonymisation ait bien lieu. Je dirais. Ça, c'est le gros risque parce qu'on va travailler avec des CV, des données de salaire, des données clients. Et donc ça, il y a vraiment, en fait, c'est le travail préparatoire. Là-dedans, si ce travail-là est bâclé, le risque est plus élevé. Parce que là, on a quand même, en fait, tout output qu'on va utiliser, pour moi, alors, revient à la responsabilité de l'humain et plus de l'IA. Et donc, si j'utilise des résultats alors que j'ai fourni des documents contenant des données sensibles, j'estime que là, c'est ma responsabilité et que c'est moi qui ai été en tort de fournir ces documents-là à l'IA. Donc là, c'est là qu'il faut tirer le trait. Donc, quelque part, la dernière question que j'ai ici, c'est si l'IA est installée sur son PC, y a-t-il un risque pour les données fournies? Donc, un peu en lien avec ce qui s'est dit avant. Donc, en fait, la plupart de ces IA sont des applications web qui ne vont pas aller scanner toutes les données du PC, sauf si vous travaillez dans un certain environnement. Je pense ici à Copilot, par exemple, qui, lui, va avoir accès, effectivement, à l'ensemble de vos dossiers, etc., pour pouvoir aller y chercher des informations. Maintenant, ça, c'est un choix de l'entreprise de fonctionner avec cet outil-là, puisque c'est déployé au niveau de l'ensemble de l'entreprise. Et donc là, c'est vraiment un choix à faire de passer le pas ou pas. C'est vraiment très, très efficace qu'il puisse aller sélectionner des éléments dans vos différents dossiers pour ensuite en retirer le meilleur pour générer des meilleurs contenus. Il y a pour ces types de contrats-là, il y a un niveau en fait, les termes d'utilisation sont beaucoup plus détaillés, sont beaucoup plus clairs et moins flous que si on est au niveau de l'utilisateur unique, je dirais. Donc là, c'est au niveau de l'entreprise d'aller se renseigner vraiment sur les terms and conditions et d'aller voir où sont hébergées les données, est-ce qu'il y a moyen de choisir si elles sont hébergées en Europe ou pas, est-ce qu'il y a moyen de choisir si elles sont envoyées vers des parties tierces ou pas. Ça, c'est un petit travail de recherche à faire en amont. En effet, du travail en amont à faire. Oui. En tout cas, merci pour cette introduction à l'IA et comment faire du prompting. J'espère que vous êtes tous inspirés, en tout cas, par les possibilités de l'IA et que vous avez des opportunités pour travailler avec. N'hésitez pas à vous inscrire aussi pour les webinaires Learning Snack à venir en mai. Et si vous y aviez droit, regardez aussi surtout les workshops et formations qui sont disponibles sur le site de Sephora. Merci beaucoup d'avoir écouté et à bientôt.